Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 184, Je comprends la psychogénéalogie. Alors cette semaine, c'est un témoignage d'une auxiliaire de vie basée à Valenciennes et elle nous parle de 2 minutes de bonheur ensemble qu'elle utilise dans le cadre de son travail. Donc avec ses bénéficiaires, elle sort une carte et puis chacun donc répond à la question. Et elle nous raconte: on a vraiment passé un très joli moment avec nos souvenirs, nos imaginations. Je retiendrai juste une réponse qui m'a transpercé le cœur et qui m'a démontré que j'avais choisi le meilleur métier, que je ne me suis pas trompée de voie. À la question « une présence qui me fait plaisir », mon bénéficiaire a répondu « la vôtre ». Alors, si vous connaissez une auxiliaire de vie, offrez-lui 2 minutes de bonheur ensemble. Vous mettrez ainsi encore plus d'humanité dans le quotidien, tant de l'auxiliaire de vie que celui de son bénéficiaire. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Tu n'y peux rien, c'est un atavisme familial. Combien de fois ai-je entendu cette réponse quand j'expliquais que je n'arrive pas à ralentir au travail, à m'arrêter de courir tout le temps et à me poser tranquillement. Apparemment, puisque tout le monde est ainsi dans ma famille, alors je suis condamnée à fonctionner de la même façon. Il n'y a pas d'issue. C'est parce que tes grands-parents ont tellement manqué qu'ils ont transmis ce besoin de se protéger de l'avenir à leurs enfants, qui à leur tour le transmettent inconsciemment aux leurs. Alors ma trajectoire et ma façon d'envisager la vie sont plus guidées par ce que j'ai reçu en héritage que par mes propres choix. Comment appréhender la transmission intergénérationnelle? Est-ce qu'il existe vraiment un déterminisme? Comment prendre de la distance avec mon héritage? Dans son roman fabuleux Anne Berest, La carte postale, elle constate par elle-même des points communs étonnants entre ses ancêtres, dont une grande partie qu'elle n'a même pas connue, car ils ont été déportés au cours de la Deuxième Guerre mondiale et son propre vécu. Au détour d'une rue, où elle rêve d'habiter depuis toujours, elle découvre qu'une de ses aïeules y a longtemps vécu. Autre correspondance, le prénom de sa sœur n'est autre que celui qui a été choisi par une de ses lointaines grandes-tantes comme patronyme de l'héroïne d'un roman qu'elle n'a jamais pu écrire. Bref, des hasards ou des coïncidences qui interrogent forcément les mécanismes de la mémoire et de la transmission. Alors, que recevons-nous de nos ancêtres et qu'est-ce qui nous est transmis parfois bien inconsciemment? La généalogie a toujours passionné les Français. Une étude de 2016 rapporte qu'ils seraient 70% à s'y intéresser. Si la généalogie a souvent été une façon de convoquer la grande histoire ou de localiser un ancrage familial, elle est aussi devenue une quête identitaire, avec des questions comme « Qu'est-ce que l'histoire de ma famille pourrait expliquer ceci ou cela ?» Les ressources et les sites en ligne se multiplient et répondent souvent à ce besoin de chacun de retrouver ses racines et de réorganiser l'héritage qu'il a reçu pour remettre du sens dans sa vie. Jusqu'à même certains qui font des tests ADN pour mieux connaître leur héritage ethnique. C'est ici qu'embarque la psychogénéalogie. C'est une discipline qui a pour objectif d'apaiser la souffrance, l'inconfort ou le mal-être de quelqu'un en analysant son héritage généalogique. Concrètement, le ou la thérapeute va aider son patient à creuser dans son arbre généalogique des failles ou des événements qui pourraient expliquer ses troubles présents. L'idée soutenue est que certains chocs se transmettent de génération en génération, et ce, d'autant plus fortement que l'effort a été grand de les cacher. Ce sont souvent des événements honteux que la famille a cherché à taire à tout prix, comme la ruine d'un membre de la famille, un suicide, la prison d'un proche, une addiction ou encore une maladie honteuse. C'est la psychothérapeute Anne Ancelin qui a développé la discipline de la psychogénéalogie. Après avoir travaillé pendant plusieurs années auprès de malades atteints de cancer, elle a constaté que les cancers s'étaient souvent déclarés précisément à l'âge où l'un des proches parents des patients était mort de façon choquante, soit de maladies graves, soit lors d'un accident mortel. Sur cette base, elle a développé un outil, le génosociogramme, qui consiste à reconstruire tout son arbre généalogique en répertoriant les événements marquants de la vie de nos ancêtres, qu'ils étaient heureux ou malheureux,
Les mariages, les naissances, séparations, maladies, fausses couches, installations, déménagements, accidents, etc. Un véritable travail de détective pour retrouver toutes ces informations au sein des ressources publiques disponibles. Avec cet outil, Anne Ancelin a par exemple mis à jour des liens entre les échecs professionnels présents de certains patients et les échecs scolaires à répétition de tous leurs ancêtres qui n'avaient jamais réussi à poursuivre leurs études. Dans un génosociogramme, la transmission entre les générations fait apparaître des syndromes d'anniversaire, donc la répétition à des dates anniversaires de difficulté ou de complexité, mais également des éléments du type contrat de naissance. Ce sont des projections de nos parents ou de nos familles auxquelles nous nous sentons inconsciemment obligés de coller. Ce contrat intergénérationnel est un peu comme une obligation qui se transmet de génération en génération. Par exemple, une famille désargentée va projeter sur les nouveaux venus l'urgence de faire fortune, ou alors un enfant unique dans une famille nombreuse qui recevrait l'obligation implicite d'avoir plusieurs enfants pour ranimer la lignée. Il peut y avoir aussi des loyautés invisibles. Ce sont des consignes implicites, des héritages que nous nous sentons, toujours inconsciemment, forcés d'honorer et qui donneraient du sens à notre parcours. Par exemple, une famille d'artistes dans laquelle les jeunes s'interdiraient inconsciemment de considérer toute carrière plus standard, ou bien une lignée de professions, d'avocats, de médecins, de notaires, où on se sent obligé de reprendre ce métier qui, de génération en génération, a toujours existé. Mais c'est aussi des lignées marquées par des échecs sentimentaux, qui peuvent empêcher des descendants de s'autoriser une relation de couple harmonieuse et stable. Et pour finir, il peut y avoir des phénomènes de fantômes. Attention, évidemment, je ne vous parle pas de Casper le fantôme. Cependant, il arrive que dans certaines familles, le destin tragique d'un aïeul alimente des projections sur un enfant à venir. Par exemple, le prénom que l'on va donner à un enfant mort en bas âge de la génération précédente. Et la science dans tout ça. La psychogénéalogie se heurte à un obstacle de taille. Elle n'est pas relayée par les résultats d'une démarche scientifique expérimentale. Cependant, quelques expériences ont montré certains résultats intéressants qui appuient la théorie d'une transmission intergénérationnelle. Au moment des attentats du 11 septembre 2001, Rachel Yehuda, professeure de psychiatrie et de neurosciences à l'école de médecine Icahn du Mont-Sinaï à New York, s'est penchée sur le cas de femmes enceintes exposées à la catastrophe et aux conséquences sur leur fœtus. Quelques mois après la naissance de ces enfants, les scientifiques ont observé que les enfants étaient nés plus petits que la moyenne et présentaient, comme leur mère, un taux de cortisol perturbé, qui est l'hormone du stress. Intéressant de constater que c'est aussi ce qui a été observé chez les enfants des survivants du drame de l'Holocauste. Bien sûr, il est permis de s'interroger sur la cause. Ces enfants présentaient-ils cette caractéristique parce que élevés par des enfants traumatisés ou parce que leur patrimoine biologique a été directement altéré? L'étude est allée plus en profondeur et a détecté des modifications épigénétiques qui se transmettent au bébé. L'épigénétique, vous vous en souvenez sûrement, est le sujet de notre podcast 73. C'est la science qui étudie l'influence des facteurs externes sur l'expression des gènes. En gros, comment notre environnement contribue à façonner la façon dont nos gènes fonctionnent et jouent leur rôle dans nos processus biologiques. Dans le cas qui nous intéresse, les traumatismes s'impriment durablement dans nos gènes, car il a été observé que même les mères qui ont connu le génocide, alors qu'elles n'étaient que des enfants, en ont transmis les conséquences dans le patrimoine génétique de leurs enfants. Le choc imprime définitivement le patrimoine génétique des parents qui le transmettent par le sperme du papa et les ovules de la maman à leur bébé. Cependant, si certaines études scientifiques soutiennent partiellement l'influence de la transmission sur le bien-être des générations futures, il est bon de noter que pour certains détracteurs de la psychogénéalogie, la critique première de cette discipline pourrait se résumer en un adage « quand on cherche, on trouve ». Effectivement, le manque d'études scientifiques de long terme et corroborant toutes les mêmes conclusions tente à penser que le déterminisme n'est pas de mise. La fatalité qui veut que nous soyons condamnés par loyauté familiale inconsciente dont l'héritage nous force à vivre des troubles au présent n'est pas démontrée.
Si je prends l'exemple des coïncidences d'anniversaire, selon vous, quelle est la probabilité pour que dans un groupe de 60 personnes prises au hasard, 2 d'entre elles aient la même date d'anniversaire? Alors, on peut faire 2 types de calculs. La première, c'est faire 60 chances sur 265, ça fait 16%. On peut également faire le calcul dans l'autre sens en estimant les chances que cet événement ne se produise pas. Et du coup, la probabilité est complètement différente puisque il y a 99% de chances que 2 personnes dans un groupe de 60 personnes fêtent leur anniversaire le même jour. Donc, pour certains mathématiciens, quand on cherche, effectivement, on trouve toujours. Alors, imaginez quand on va aller dans des familles où on va prendre pour chaque personne la date de mariage, la date de décès, la date d'événements traumatiques ou des maladies, on va forcément trouver des dates communes avec ce qu'on est en train de vivre. Cependant, soyons mesurés, il n'en reste pas moins que l'histoire familiale peut laisser des traces, et c'est le cas notamment des secrets de famille, qui peuvent encombrer les rapports humains au sein de la famille. Le porteur de secret est dans l'hypervigilance de peur de révéler le secret, et cela fausse les rapports avec les autres. Si le secret perdure dans le temps, il peut avoir des conséquences sur les générations futures qui le portent sans le savoir. Les enfants de ceux qui ont gardé le secret peuvent avoir des angoisses et des comportements inexpliqués, des cauchemars et des troubles psychosomatiques comme des maux de tête, des troubles de sommeil. Les sentiments néfastes qui ont accompagné la lignée du dessus comme la honte, la culpabilité, la peur d'être découvert se transmettent parfois à leurs enfants. Il est souvent libérateur de révéler ses secrets dans un groupe. C'est une forme de mise à nu qui remet de l'authenticité et de la vulnérabilité dans les rapports sociaux. Nous en avons parlé des bienfaits pour la vulnérabilité dans notre épisode 49. Et nous le savons notamment grâce à Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, que les relations humaines de qualité sont une composante fondamentale de notre bien-être durable. Vous pouvez réécouter notre épisode 79 sur le lien social pour approfondir ce thème qui, comme vous le savez tous, m'est véritablement très cher. Tous les secrets sont-ils bons à être révélés? Sans apporter une réponse univoque à cette interrogation, je dirais qu'il est bon de s'assurer de la façon dont un secret est révélé et de la capacité de celui qui le reçoit à le gérer. Prenons le cas d'un enfant qui a rencontré vers 7 ans plusieurs difficultés scolaires et autres plus psychologiques. La mère a décidé de lui révéler qu'avant lui, elle avait perdu un enfant mort-né. Cette femme a expliqué sa douleur et raconté à son enfant ce qui s'est passé et lui a bien rappelé que personne n'était responsable. Cependant, elle lui a aussi expliqué que sa naissance à lui n'avait rien à voir avec ce traumatisme et que c'était 2 événements séparés, que son mari et elle avaient désiré chacun de leurs enfants et qu'elle les aimait et qu'il les aimait, tous autant sans que l'un remplace l'autre. Par la suite, elle a observé des changements de comportement chez son fils, qui lui a donné l'impression de se libérer et de s'autoriser davantage à être lui-même. Allez, je change de regard. Mais alors, comment déjouer les tours de la transmission générationnelle? Avant toute chose, j'aimerais rappeler que toute transmission n'est pas mauvaise, au grand contraire. La sagesse de l'expérience est une grande force qui peut aider les prochaines générations à mieux avancer dans la vie. Partager notre vécu, nos erreurs et aussi nos succès avec nos enfants et nos petits-enfants sont des moyens très précieux de les équiper pour la vie, même si, comme l'adage le dit, l'expérience ne se transmet pas. Les grands-parents et parents ont eux aussi souvent à cœur de nous transmettre les valeurs qui les ont guidés pour mieux nous aider à avancer dans la vie. Le maintien des liens intergénérationnels permet de nourrir de belles vertus comme la bienveillance, le respect, l'écoute, la considération de l'autre et la curiosité, pour n'en citer que certaines. Pour ce qui est de déjouer certains pièges de la transmission inconsciente de traumas ou de douleurs, une première piste à explorer serait de favoriser la transparence. Les événements ont souvent l'air plus louches ou plus douloureux s'ils sont entourés de silence. Ils créent plus de pression. Libérer la parole permet de briser un cercle vicieux qui pèse parfois lourd dans une famille. Cependant, et sans vouloir se lancer dans un devoir de philo du type « toute vérité est-elle bonne à dire ?», avant de lever les mystères et les non-dits, il est mieux de comprendre pourquoi nous le faisons et ce que nous souhaitons en faire. Une bonne clé de lecture est se demander si cette vérité que j'ai envie de partager va-t-elle me connecter à l'autre?
Va-t-elle créer une passerelle de plus dans notre relation? Va-t-elle faire grandir notre relation? Prenons cependant garde à ne pas nous empresser de soulager notre conscience ou bien de répondre à notre besoin en dépit de la capacité des autres à appréhender ce secret ou à nous comprendre. L'importance de rester prudent. Une autre piste à explorer est celle d'analyser son héritage. Encore une fois, l'importance est de faire preuve de prudence. Les événements s'inscrivent toujours dans un contexte et nous avons rarement toutes les cartes en main pour bien saisir la portée. Hors cas particuliers qui sont les actes condamnables de viol ou d'inceste, chaque choc est vécu par une personne en particulier, dans un état de vie bien précis et dans une période précise. Une maladie, une faillite personnelle, des échecs scolaires ou amoureux ne sont que des faits que nous regardons avec nos propres lunettes. Peut-être qu'à l'époque et dans certaines familles, tomber enceinte hors mariage était inexcusable au point de provoquer des ruptures familiales. Cependant, l'histoire ne dit pas le vécu de la maman et de l'enfant après avoir été reniés. Peut-être qu'ils ont été heureux, plus heureux que s'ils avaient dû porter le secret comme un fardeau. Pensons aussi au fait que de critiquer son ascendance, c'est quelque part se critiquer soi-même, dans le sens où, en tous les cas pour un enfant, on est la moitié de son père et la moitié de sa mère. Nous pouvons bien sûr aussi dégager notre responsabilité dans le vécu de nos ancêtres. Ce n'est pas parce que nos ancêtres ont souffert que nous n'avons pas le droit d'être heureux. Il peut nous arriver de nous sentir coupables d'avoir de meilleures conditions de vie, d'avoir une belle vie et de quoi subvenir à nos besoins, d'avoir une famille heureuse, une santé de fer, comparée à nos parents, nos grands-parents qui ont davantage souffert. Chaque trajectoire de vie est différente et le monde et la science progressent et nous sommes libres d'être heureux. Je ne rappellerai jamais assez combien aussi il est recommandé de nommer, de poser des mots sur ces secrets de famille. C'est une façon de les sortir de nous. N'hésitez pas à aller en parler avec des professionnels. C'est une manière de les mettre à distance. Et nous pouvons du coup les dissocier de ce qui est notre propre vécu pour construire une frontière entre la source de notre souffrance et le secret dont nous avons hérité. Ça permet aussi d'aborder les choses de façon plus constructive. Si ma souffrance n'est pas une fatalité, alors je peux agir dessus, je peux la comprendre et peut-être même trouver en moi des ressources pour la réduire. Nous cherchons tous à mettre du sens dans nos vies, à comprendre pourquoi nous sommes là et quel est le but de notre existence. La tentation est grande de se jeter dans l'arbre généalogique pour trouver des réponses à nos questions. Je suis comme ci parce que ma mère était comme ça, je ne suis pas capable de ceci parce que personne dans ma famille n'y est jamais arrivé. Cependant, cette analyse utilise une énergie qui enferme au lieu d'ouvrir le champ des possibles. Vous pouvez trouver du sens en revenant à vous-même, en vous interrogeant sur ce qui compte pour vous, sur vos valeurs. Allez réécouter notre podcast 75 sur les valeurs. Les valeurs sont un peu comme notre boussole qui nous guide, qui va guider notre bien-être et qui va nous permettre de vivre en cohérence avec ce qui est vraiment important pour moi en tant qu'individu. Et bien sûr, il est plutôt assez rare de trouver du sens à sa vie uniquement en observant les autres. Et enfin, pour terminer, la question est de savoir quoi faire de ses propres secrets. Qu'est-ce que nous pouvons transmettre? Une bonne piste est la mise en récit. Rappelez-vous notre épisode 156 sur les bienfaits de l'écriture. Boris Cyrulnik nous le rappelle. L'écriture est une grande source de bienfaits. Notamment, elle nous aide à mieux nous comprendre, à relier notre histoire individuelle et aussi de mieux la transmettre. Les événements traumatiques sont réinscrits dans leur contexte, là où, avant ce passage au papier, ils étaient isolés du reste de nos vies et créaient des ruptures. Le récit est aussi un outil précieux de partage avec ses propres enfants. Des études sur l'attachement montrent d'ailleurs que l'attachement à une mère qui a une enfance traumatique est plus délicat et qu'il est meilleur si cette mère est capable de raconter son histoire à son enfant, d'y mettre des mots sur son propre vécu et de le lui confier. Bien évidemment, dans l'idée de faire grandir la relation et non de se soulager d'un poids que l'on porte. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La psychogénéalogie consiste à soulager la souffrance de quelqu'un en repartant de son arbre généalogique et en faisant des liens avec des événements marquants qui ont jalonné la vie de ses ancêtres. 2. Des loyautés invisibles, des syndromes anniversaires et des contrats de naissance peuvent ressortir de cette analyse
et nous laisser croire que notre vie est influencée ou même déterminée par celle de nos ancêtres. 3. La science n'a pas encore confirmé cette théorie, même si elle observe un certain niveau de transmission biologique. 4. Pour déjouer les tours de la transmission intergénérationnelle, nous pouvons lever les secrets de famille, chercher du sens ailleurs et remettre les parcours de nos aïeuls dans leur contexte pour mieux nous en détacher. 5. Enfin, la transmission est une profonde source de richesse, car les enseignements tirés de l'expérience partagée de nos aînés peuvent guider notre façon de conduire nos vies aujourd'hui. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes ensemble vous propose d'interroger vos parents ou vos grands-parents et leur demander de vous nommer 3 valeurs qu'ils ont envie de vous transmettre. La petite mousse est servie par saint Thomas d'Aquin cette semaine. Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.